Salut, je m'appelle Nelson et vous regardez Micro Télé. Aujourd'hui, nous parlerons d'un film sur Netflix intitulé Enfant en moi. Le film raconte l'histoire de Alejandra qui veut devenir une mère. L'histoire commence avec Eleonor Alejandra Marin Mendoza, appelée Alejandra ou Ale. Elle est originaire du Mexique. Elle est jeune, mariée à Arturo et souhaite profondément avoir un enfant avec lui. Mais elle connaît plusieurs grossesses qui se terminent par des fausses couches. Ces pertes deviennent progressivement une source de honte et de souffrance pour elle. La pression ne vient pas seulement d'elle-même. Son mari, sa belle famille et son entourage lui donnent l'impression que devenir mère est presque une obligation pour être une épouse accomplie. Alors on parle vraiment d'une famille mexicaine. Je veux dire, la famille est primordiale pour eux, c'est très important. Une grande majorité des femmes au Mexique, une fois qu'elles sont mariées, elles ont tendance à avoir des enfants jeunes. Quand je parle de jeunes, je veux dire, la plupart du temps, de préférence, c'est vraiment dans les débuts de la vingtaine ou dans la mi de la vingtaine. Alors, les fausses couches deviennent un traumatisme. Allez finit par avoir peur d'annoncer une nouvelle grossesse qui échouerait encore. Au lieu d'affronter une nouvelle déception, elle commence à construire une réalité parallèle. Elle décide de faire croire qu'elle est enceinte. Au départ, le mensonge semble relativement simple. Elle veut simplement gagner du temps et éviter les questions, mais elle va beaucoup plus loin que prévu. Alors, c'est souvent imaginé, là. Elle veut devenir enceinte. Vous savez, les Mexicains, comme plusieurs cultures, comme les Africains, les Caribéens, et plusieurs autres cultures, que ce soit aussi maghrébin. La famille, c'est vraiment important. Vous rencontrez la belle-sœur, le beau-frère, la famille de votre époux, et vous voyez souvent des enfants qui courent partout, puis là, elle arrive, puis elle n'a pas encore d'enfant, puis elle est mariée depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'il y a une pression sociale, vraiment. C'est comme si, c'est, c'est comme si, en tant qu'une femme, la société t'oblige, ou c'est vraiment obligatoire d'avoir un enfant. Puis il y a certaines femmes, c'est volontaire, elles ne veulent pas d'avoir d'enfant. Puis il y en a d'autres, malheureusement, c'est compliqué ou c'est un peu plus difficile d'avoir d'enfant. Carrément plus difficile. Alors, elle transforme physiquement son corps. Elle commence notamment à prendre beaucoup de poids volontairement afin que son ventre ressemble à celui d'une femme enceinte. Elle prend plus de 20 kilos. Elle utilise également des éléments destinés à rendre sa grossesse crédible, notamment de fausses informations médicales et des images d'échographie. Elle va sur Internet, elle simule, elle prend des photos. Elle m'a regardé l'échographie, comment a été l'échographie. Son entourage commence alors à croire qu'elle attend réellement un bébé. Et plus les mois passent, plus il devient difficile de revenir en arrière. Arturo croit qu'il va devenir père. L'un des aspects les plus importants du documentaire est la relation entre Ale et Arturo. Arturo croit réellement à la grossesse. Ale ne révèle pas toute la vérité. Elle doit donc continuer à jouer son rôle devant son mari, sa famille et les autres personnes qui l'entourent. Elle organise même les préparatifs nécessaires à l'arrivée du bébé. Les mensonges deviennent une véritable mise en scène quotidienne. Tu sais, des fois, je me pose souvent des questions, ok? Pour ceux pour les pères qui m'écoutent et pour les mères aussi qui m'écoutent également, tout d'abord, je salue. Et pour tous les abonnés qui m'écoutent et mon auditoire, je salue tout mon auditoire aussi également. Tout ce que je veux dire, ok, guys, c'est que, imaginez, la personne est enceinte, puis il y a beaucoup de personnes, je me pose la question, comment tu réalises pas que ta conjointe est enceinte? Il y a des moments, je veux dire, tu sais, que quand elle va dans la douche, ou, tu sais, je sais pas, ça vous arrive, vous brossez vos dents, vous faites vos trucs naturels, elle rentre dans la toilette, tu veux juste regarder la grossesse, de quoi ça a l'air. Il y a comme une excitation quand tu t'apprêtes à devenir père, surtout pour la première fois. Elle se couche sur le lit, toi, tu veux mettre ta tête, puis écouter l'enfant donner des coups sur la bedaine de ta conjointe, dans la bedaine de ta conjointe, entendre son cœur à travers sa bedaine, tu colles ton oreille, tu entends son cœur. Même des fois, tu sais,
il y a des mères, ok, souvent il y a ça, il y a les hormones. Il y a aussi des mères qui ont besoin d'affection. Souvent, les femmes enceintes vont croire que les femmes enceintes ne copulent pas. C'est faux. Les femmes enceintes, pardon, elles ont besoin de se sentir aimées. Elles ont souvent besoin que ça n'a pas réellement changé, que tu la désires encore. Alors souvent, les femmes enceintes vont continuer à vouloir ce qu'on appelle faire l'amour, à copuler davantage, malgré qu'elles sont enceintes. C'est toutes mes questions, je veux dire, comment ça passe les sections copulatoires, surtout que là, je comprends qu'il y a une mise en scène, mais tu dois faire plusieurs mois à pas faire l'amour avec ta conjointe. Oui, par respect, tu respectes parce qu'elle reste comme un individu à part. Malgré qu'elle est ta conjointe, elle t'appartient pas. Tu as toujours besoin de son consentement, que peu importe le nombre d'années vous êtes ensemble. C'est tout à fait comprenable. Mais pareil, si elle est enceinte, puis tu te dis, ok, elle est enceinte, elle veut pas de moi, elle veut pas de rapprochement physique. Alors, tu sais, tu t'attends, tu dois te dire, ok, je dois faire ça pendant 9 mois et surtout ne pas voir son ventre. Tu sais, j'ai tellement de questions, surtout ne pas voir son ventre, surtout que, eh, viens écouter l'enfant, viens écouter l'enfant. Tu sais aussi, le lait qui commence à se produire dans ses seins. Des fois, il y en a qui jouent, puis oh, il y a un petit, oh, il y a de lait qui sort, veux-tu goûter? Puis là, t'es comme, il y a des pères qui goûtent, il y en a, ah, j'ai pas goûté, tu sais. Pareil, il y a tellement un plaisir de voir ta femme enceinte. Je veux dire, souvent, là, c'est comme juste voir que son corps s'apprête de se transformer. Elle sacrifie son corps pour toi. Je veux dire, c'est un énorme éloge. C'est vraiment une énorme faveur, une énorme chance. Et moi, j'ai toujours dit, les enfants, c'est une bénédiction. Alors, j'ai beaucoup d'empathie avec les mères qui ont la misère d'avoir des enfants. Je veux dire, j'ai beaucoup de compassion pour eux, énormément de compassion pour eux. Surtout que dans le cas de Ali, elle travaille dans un hôpital. La situation devient particulièrement importante parce que Ali travaille dans un hôpital général de Mexico, à Mexico City. Elle se trouve donc dans un environnement où elle peut observer des femmes enceintes, des nouveau-nés et le fonctionnement de la maternité. C'est également ce que là va se produire, le basculement dramatique de l'histoire. Là, c'est là qu'il y a deux versions qui s'apprêtent à changer, ok? C'est très important. Je vais tout d'abord débuter à raconter la version de Ali. Elle rencontre Mera, une autre femme. Mera, elle accouche d'une petite fille. C'est ici que les deux versions de l'histoire commencent à diverger. Selon Alejandra, elle affirme qu'il existait une sorte d'accord avec Mera concernant le bébé. Selon sa version, elle aurait pensé que Mera était disposée à lui laisser l'enfant. Ça, c'est la version d'Alejandra. Là, la divergence de version, elle s'aborde ainsi. Selon Mera nie catégoriquement d'avoir accepté de donner son bébé. Elle affirme que Ali lui a simplement volé son enfant. Je veux dire, c'est wow, c'est inimaginable, voler l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est pas comme entrer dans un magasin puis faire un vol à l'étalage ou peu importe, ou juste voler discrètement, mettre une barre de chocolat dans tes poches ou puis partir là. C'est là on parle d'un enfant. C'est vraiment le culot puis l'audacité pour faire ça, tu sais. On voit à quel point qu'elle est en détresse. Vraiment là. Le documentaire laisse volontairement le spectateur face à cette contradiction et montre les témoignages des différentes personnes impliquées. C'est le moment où le mensonge devient un véritable crime au sujet du vol du nouveau-né. Après la naissance de la petite fille, Ali se fait passer pour une personne autorisée à s'occuper du bébé. Elle parvient à sortir du secteur de la maternité et le nouveau-né. Elle utilise notamment un sac cadeau pour transporter le bébé. Elle quitte ensuite l'hôpital avec l'enfant, donnant l'impression qu'elle vient de mettre au monde son propre bébé. Et c'est à ce moment que l'affaire explose. Vous savez, les gros sacs cadeaux, là, souvent qu'on voit au Dollarama, justement, les gros sacs cadeaux, des fois, vous mettez des trucs, des genres de papier, du papier, que des fois, c'est du papier de couleur, juste pour rembourrer le sac, puis tu mets le cadeau à l'intérieur. C'est vraiment l'image que je vous ferai, là. C'est l'image que je vous porterai, là. La disparition du bébé déclenche une énorme enquête. La famille de Mera comprend rapidement que le bébé a disparu. L'hôpital devient le centre d'une enquête. Les enquêteurs examinent notamment les caméras de surveillance, les déplacements de Ali, les appels téléphoniques, les témoignages, les circonstances entourant la sortie du bébé.
La police finit par remonter jusqu'à Ali et Arturo. Guys, c'est quand même spécial, hein, parce que là, elle est à l'hôpital, ok? Mera, comme le film, je vais aller comme le film, je l'ai vu le film, je vais vous dire comment ça s'est fait dans le film. Elle est à l'hôpital, là, à un moment donné, Mera, parce que Mera, elle dit qu'elle a déjà un enfant, ça va ainsi. Mera dit à Ali qu'elle a déjà un enfant, puis que si elle emmène cet enfant-là à la maison, sa mère va la ruiner. Parce que Mera vient d'une famille modeste également, elle n'a pas d'argent, puis, ça, elle va pas paraître pour une frivole ou la fille facile du quartier ou du village. So, qu'est-ce qu'elle préfère pour pas ternir sa réputation de sa mère et d'elle? Elle préfère comme laisser l'enfant à Mera, qu'ils avaient un accord. Si l'accord s'était fait depuis un moment, parce que de temps en temps, Mera allait, vous savez, il y a un suivi qui se fait. Il y a des échographies qui se fait avant la date du labor, avant la date de l'accouchement. Alors, tu sais, il regarde pour voir si l'enfant va bien. Puis supposément, selon le film, Mera et Ali se sont rencontrés durant cette période dans une salle d'attente. Mera raconte sa vie, ils se partagent leur vie. Ali lui confie que elle n'arrive pas d'avoir des enfants, puis ça serait, son rêve le plus précieux. Elle donnerait tout ce qu'il y a le plus cher au monde pour juste la fin de réaliser son rêve le plus précieux, qui est de devenir une mère. Être génitrice d'une progéniture. Alors elle, de par la suite, Mera, justement, en racontant sa vie, elle s'attend bien, elle n'en veut pas de cet enfant. So, l'entente, selon la version de Mera, selon la version de Ali, se, se déroule ainsi, à ce moment-là précis. Alors, lors de l'accouchement, Mera, elle va à la toilette. Ali dit, est-ce que l'enfant tient toujours? Mera dit, oui, ça tient toujours, tu peux partir avec l'enfant. À un moment donné, qu'elle veut partir avec l'enfant, le géniteur, le père de l'enfant, Mera, apparaît soudainement dans la salle d'accouchement et puis réalise, il dit, sa première réaction, c'est qui cette femme-là en parlant d'Alejandra? Alejandra dit, oh, je m'appelle Ali, c'est moi qui est la personne, l'infirmière désignée pour porter l'accouchement de la mère de l'enfant, de la génitrice. Puis là, le père comme, ah, ok. Là, il dit, je vais avoir ma fille. Il prend sa fille, il lui arrache la fille dans les mains, dans les bras d'Alejandra. Il lui prend sa fille. Puis il dit, oh mon Dieu, là, il commence, parce que le père, même Mera était comme, d'où tu sors, genre. Il avait disparu de sa vie. Je pense qu'il y a eu un changement de cœur. Il s'est dit, finalement, tu sais quoi, je vais être dans la vie de ma fille, de sa fille. So, le père commence à bercer sa fille. Il dit, oh mon Dieu, il veut être présent. So, le père, il y a un changement. Il y a un changement comme, tu sais, vous savez, des fois, quand ton enfant vient au monde, puis tu le vois la première fois, je sais pas, dans certains cas, il y a des effets, genre, voir les yeux, ses yeux la première fois, son sourire, son petit nez, sa bouche, sa petite couleur toute rose pâle, puis t'es comme, mais mon Dieu, c'est mon enfant, que cet enfant-là t'appartient. Des fois, pour certains hommes, il y a comme un déclic. Ah, oh, il faut que je devienne un homme pour cet enfant-là parce que ce nouveau-né, il dépend totalement de moi. Je pense qu'il y a eu un certain déclic au niveau du père. C'est comme, parce que ça fait ça pour beaucoup d'hommes. C'est l'effet que ça fait. Alors, lui, après, il remet l'enfant à l'infirmière en pensant que Alejandra est l'infirmière qui est désignée. Il remet l'enfant à Alejandra. Là, lui, il s'en va. Il dit, c'est bon, je reviendrai la voir. Alors, elle prend l'enfant. La Mera, elle va à la toilette, elle revient à la toilette, elle dit, regarde. Là, Alejandra, elle commence à dire, je sais pas, je veux l'enfant. Puis là, Mera, elle dit, on avait une entente, t'avais une entente, tu avais dit que tu l'as gardé l'enfant. Ça, je dis encore la version du film. Elle prend, Mera finit de sortir des toilettes, elle s'en va. Là, c'est à ce moment-là, elle est prise entre les deux, elle est comme maintenant, il faut trouver une solution. Elle prend le papier cadeau, le gros sac de papier cadeau, elle met l'enfant dedans, elle met ses trucs dedans pour camoufler l'enfant, puis elle quitte. On la voit, elle passe à travers de plusieurs caméras, elle quitte l'hôpital général, elle rejoint Arturo dans l'auto. Mais Arturo, lui, il est dans l'auto. Mais lui, il cherche le stationnement parce qu'il veut être présent lors de l'accouchement. Il veut être présent pour les premières minutes de sa fille. C'est important pour lui, il veut être présent. C'est pas que je me dis déjà là, le gars n'a pas copulé pendant plusieurs mois, il n'a pas vu son ventre, il n'a pas entendu de coup de pied, rien à travers du ventre. Cela lui est comme non, tu vas pas me priver de l'accouchement, il veut voir l'accouchement. Cela est dans l'auto, il attend, il appelle Alejandra, il dit où t'es dans quelle salle? Elle rentre, elle va dans l'auto, elle voit Arthur, elle embarque, elle ouvre la porte de l'auto, bang.
Arturo ouvre la portière, elle embarque directement, elle sort le sac et dit voici, voilà l'enfant. Là, Arturo est comme, hein, t'as accouché? Parce qu'elle avait pas l'air d'une femme qui a accouché, comment? T'es tout habillé, y a rien sur toi qui a changé, là, comme, t'es pas en transpiration, t'as tout ton maquillage, t'es tout, voyons, qu'est-ce qui se passe, là, genre, je dis pas qu'il y a des femmes qui accouchent pas sans se maquiller, mais je veux dire, il y a rien, il y a pas de transpiration, rien, là, comme ça, parce qu'elle avait poussé quelque chose. So là, elle a pas le choix, elle lui confesse. Elle dit à Arturo, elle confesse tout. Tout ce que je viens de vous dire, elle confesse tout à Arturo. Arturo est pris. Il est sous la seconde, là. Il est comme, non, non, ramène l'enfant, je veux rien savoir. Est-ce que si tu vas pas bien? Est-ce que t'es folle? Je peux pas regarder cet enfant-là, il nous appartient pas, ramène-le. Ramène-le à ses parents, ramène-le à la mère. Puis elle lui en supplie, regarde, je peux pas, là, il est trop tard. Arturo, en réalisant qu'il est réellement trop tard, il est comme, man, je suis pris dans le coup. Là, il regarde l'enfant, puis je vous dis, guys, l'effet qu'un bébé peut vous faire, pour ceux qui sont pas encore pères, l'effet il est puissant comme effet, là. L'effet est vraiment fort. C'est, c'est vraiment fort, c'est vraiment puissant. L'attachement soudain que t'as pour l'enfant. Là, tu regardes, tu comme Arturo est juste tombé en amour avec la fille. La petite fille qui était dans les bras. Alors, ils vont dans un hôtel, ok? Ils vont dans un hôtel. Ils vont dans un hôtel pendant un certain temps. Puis, un petit moment, puis il prend soin de l'enfant, il trouve, tu sais, l'enfant est vraiment pas maltraité, là. Il prend vraiment soin, comme si ça c'est. Ils agissent comme si ils étaient les parents de l'enfant. Ils agissent vraiment comme des parents de l'enfant. Ils ne maltraitent pas. L'enfant est au petit soin. Ils aiment vraiment cet enfant, cette petite fille. Alors, c'est ça le moment. C'est comme, pendant qu'ils sont à l'hôtel, ils dorment, tous les, comme une famille. Bang! Les polices débarquent, tout. Puis c'est là que ils arrêtent, Arturo est arrêté, Alejandra est arrêté, l'enfant est pris, et l'enfant est pris et mis dans un lieu sûr. Pour pas dire que c'était pas dans un lieu sûr, le lieu était sûr aussi, il faisait rien envers l'enfant. Mais l'autorité prend l'enfant, il l'emmène quelque part, puis là les deux sont arrêtés. À ce moment-là, il sort de l'hôtel, il passe devant comme les médias puis tout, puis leur pose plein de questions, puis c'est là que on voit les deux, puis Arturo et Alejandra parlent qu'elle n'a pas volé l'enfant. C'est une entente. Elle raconte exactement ce que je vous dis en ce moment. C'est une entente qu'elle a eu avec la mère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Arturo est soupçonné d'être complice. Au départ, les enquêteurs pensent qu'Arturo pourrait avoir participé au kidnapping. Après tout, Ali lui avait fait croire pendant des mois qu'elle était enceinte. Mais une question essentielle se pose. Arturo savait-il réellement que le bébé a été volé? L'enquête va finalement montrer qu'il n'avait pas connaissance du plan criminel de sa femme avant les événements. Il sera donc finalement acquitté. Il aura toutefois passé environ 2 ans et demi en détention avant que sa situation judiciaire soit clarifiée. 2 ans! Ça peut être pire, hein? Mais pareil, 2 ans pour un changement. Je veux dire, parce que ça s'est fait en une fraction de seconde, là. Et on peut éviter le 2 ans d'incarcération avec une fraction de seconde. Ils ont juste dit, c'est quoi? Peu importe. Non, retourne l'enfant. Il n'aurait jamais été inculpé de 2 ans de prison. Jamais. Alejandra est condamnée. Alejandra est reconnue coupable. En 2011, elle est condamnée à environ 13 ans de prison pour l'enlèvement du bébé. Son histoire devient alors une énorme affaire médiatique au Mexique. Les médias se concentrent particulièrement sur l'aspect incroyable de l'histoire. Une femme avait simulé une grossesse pendant des mois avant de voler un nouveau-né. Mais le documentaire cherche à aller plus loin que le simple fait divers. Le documentaire change alors complètement de perspective. C'est probablement l'un des aspects les plus intéressants du film. Au début, on pourrait facilement considérer Ali uniquement comme une criminelle. Mais Maître Alberdi cherche à comprendre comment elle est en arrivée là. Le film revient donc sur ses fausses couches, son désir d'être mère, la pression de sa famille, la pression de son couple, la honte liée à l'incapacité d'avoir un enfant, son besoin de maintenir l'illusion, son état psychologique. Cela n'excuse aucunement pas l'enlèvement, mais le documentaire essaie de comprendre le mécanisme qui a conduit à cette décision. Avoir un peu de compassion pour Alejandra, c'est ce que un peu le documentaire cherche à nous démontrer. Mais, tu sais,
Il y a plusieurs femmes qui sont atteintes justement d'incapacité d'avoir des enfants. Une qui est très populaire, que tout le monde connaît, c'est Jennifer Aniston. Selon certaines rumeurs, là je rentre un peu dans le potin, selon certaines rumeurs, une de la raison de sa rupture avec Brad Pitt, après près de 7 ans de relation, était le fait qu'il était incapable de mettre un enfant au monde. Alors, justement, le problème de fertilité chez les femmes, c'est quelque chose que je vois qui est en croissance. C'est il y en a plus que vous le pensez, guys. Il y a plus de femmes que vous le pensez qui ont la misère à avoir des enfants. Alors, c'est toujours à votre discrétion lorsque vous voyez une femme qui n'a pas d'enfant. Des fois, c'est volontaire et des fois, c'est juste l'incapacité. Alors, j'étais vraiment touché par ce film. La question de la grossesse psychologique. Le film soulève également une question psychologique et fascinante. Ali était-elle tellement plongée dans son désir d'être mère et dans son mensonge qu'elle a commencé à vivre cette grossesse comme quelque chose de réel. Elle transforme son corps, préparer l'arrivée du bébé et construire toute une histoire autour de cette grossesse. Le documentaire pousse donc le spectateur à se demander à quel moment Ali a-t-elle cessé de simplement mentir aux autres pour commencer à croire elle-même à sa propre histoire. C'est l'une des grandes questions laissées par le film. Alors c'est ça, guys. Ce qui s'est passé après, c'est que Alejandra finit par purger sa peine de 13 ans. Elle est libérée après 13 ans, avec une libération rapportée de 2022 à 2023 selon les sources du calculer sa peine. Sa relation avec Arturo, évidemment, a profondément bouleversé Arturo. Le couple finit par se séparer pendant une période. Ok, c'est fou parce que comment le film nous raconte ça. Elle purge sa peine de 13 ans. Elle sort de prison, elle est encore avec Arturo. Et puis tu comprends que ça, c'est difficile pour eux. Arturo a pas, tu sais, quand elle sort de prison, hein, Arturo a toujours pas d'enfant. Sa femme était en prison pendant 13 ans, puis des fois il s'appelait. Hein. Il s'appelait au téléphone, il s'envoyait des lettres, puis tout ça. Après que justement la rancune d'Arturo s'est dissipée, mais après comme 3, 4 ans, 5 ans, ils s'envoyaient, tu sais, ils étaient constamment en contact durant son temps d'incarcération avec Alejandra et Arturo. Elle sort de prison, ils sont encore ensemble. Ça devient insupportable pour Arturo parce que lui, il est pas encore père, là. Celui, il pense à des vitraux, puis lui, il voulait pas. Au début, Arturo, c'est hors de question de l'adoption. Mais selon lui, il y a des regrets parce qu'il dit, s'il aurait au moins considéré l'adoption, peut-être qu'ils auraient pas été ils auraient peut-être pas fait 2 ans de prison. Parce qu'au début, avant, avec la pression familiale, là, c'était comme, avant même que le vol d'enfants se produise, Arturo était catégorique. Il voulait pas intransigeant. Il ne voulait absolument pas adopter un enfant. Il voulait avoir son propre enfant composé de son ADN. Mais s'il aurait juste accepté l'adoption, elle aurait jamais pris 13 ans de prison, puis lui non plus aurait jamais pris ces 2 ans de prison. Cela, tu vois, parce que pourquoi je dis l'ironie de la chose, c'est que il lui montre l'enfant volé, il est automatiquement attaché. Attaché, là. Alors, est-ce que, sincèrement, Arturo, l'adoption, est-ce que c'était vraiment une mauvaise décision? Non, je pense pas. Rendu là, c'était pas vraiment une mauvaise décision, l'adoption. Il aurait pu l'envisager. C'est envisageable, sincèrement. Voir sa réaction, l'adoption était envisageable. Elle sort de prison. Après 13 ans, ils se retournent ensemble. Elle s'arrive pas. Ils se séparent pendant un moment. Le laps de temps qu'ils sont séparés, qu'est-ce qu'il fait Arturo? Arturo, il va féconder une autre femme. Il s'accouple avec une femme. Puis, finalement, il réalise son rêve de devenir père. Arturo a un enfant avec une autre femme pendant leur séparation. Arturo devient père avec une autre femme. C'est une ironie particulièrement forte dans l'histoire. Ali avait passé des années à mentir, à commettre un crime parce qu'elle voulait devenir mère, alors que Arturo finit réellement par avoir un enfant. Cette situation ajoute une nouvelle dimension à leur relation. Et pourtant, Ali et Arturo se retrouvent après toutes ces années. Ali et Arturo finissent par se réconcilier. Ils reprennent leur relation. Ali accepte finalement une réalité très différente de celle qu'elle avait imaginée au départ. Elle ne devient pas la mère du bébé qu'elle avait volé. Elle trouve néanmoins une place dans la vie familiale d'Arturo et de son fils. Et par rapport au bébé volé, c'est un élément particulièrement important. Le documentaire ne transforme pas la jeune victime en spectacle. La petite fille volée en 2009 a grandi et est devenue une adolescente.
Son identité est protégée. Le film se concentre davantage sur les adultes, sur Ale, Arturo, Mera, les enquêteurs et les conséquences de l'affaire, plutôt que d'exposer la victime devenue adulte. Alors, sincèrement, ça c'est pas, c'est sûr, j'imagine Mera, guys, j'imagine Mera, parce qu'elle dit une affaire complètement Mera, la mère, la mère véritable de l'enfant, elle dit carrément que Ali l'a juste volé l'enfant, tu sais. Mais imaginez quand même à sa place, c'est comme, je me mets à sa place, tu viens d'accoucher, tu sors du labor, puis là t'apprends que ton enfant a été volé, t'es comme, oh my god! Je veux dire, il y a certains, maintenant au Québec, il y a certaines places au Québec maintenant, il y a des endroits où, je sais pas si au Québec ou, ben, au Québec, oui, mais il y a des endroits dans le monde aussi que quand l'enfant vient de naître au monde, l'infirmière prend pas tout de suite l'enfant, il sort pas l'enfant dehors de la salle, dehors de la pièce. Non, beaucoup d'infirmières restent, gardent l'enfant dans la salle, puis ils emmènent des soins, ils la soignent tout de suite. Pourquoi? Justement pour éviter des vols d'enfants. Parce que croyez-le ou pas, les vols d'enfants, là, c'est pas quelque chose de rare du cas comme Arturo, puis allez, c'est pas quelque chose qui se fait juste au Mexique. Ça, c'est quelque chose qui s'est produit, qui peut arriver partout dans le monde. Ça s'est déjà produit au Québec et ça s'est déjà produit aux États-Unis. Alors, c'est juste que ça, c'est vraiment, au moins, sincèrement, guys, c'est pas si pire comme l'autre avec l'histoire que je vous ai racontée sur ma chaîne de l'instinct maternel. Guys, je trouve qu'Alandra, ça n'est pas si pire tiré, là, 13 ans, puis là, elle réalise quand même son rêve d'être mère, c'est pas si pire, contrairement à l'autre femme de maternel, d'instinct maternel, où ce que, regarde, où ce qu'elle a éventré son ami, puis elle a tiré l'enfant de son ventre, puis oh my god, je suis comme, c'est tellement fou cette histoire-là, j'en reviens pas. C'est l'histoire la plus morbide que j'ai racontée sur ma chaîne jusqu'à présent, là. Cette femme-là, la wow, man, wow, genre, puis maternel instinct, elle évente son ami, puis l'enfant du même coup décède, je veux dire. Contrairement à elle, je trouve Alandra, ça n'est pas si mal tiré, sincèrement. Malgré que je cautionne pas son geste, si c'est vraiment vrai qu'elle a volé l'enfant, je cautionne pas le geste. Mais pareil, tu sais, j'ai quand même une certaine compassion pour elle. Mais je ne cautionne pas le geste de voler un enfant parce que imagine, guys, qu'elle avait l'enfant, puis elle serait quand même partie à l'autre bout du monde avec l'enfant. La mère véritable, là, elle aurait jamais retrouvé son nouveau-né. Alors j'ai autant de peine pour Mera aussi, mais sinon, au moins c'était pas le cas. C'est ça qui est bon. Alors, sincèrement, je vous conseille d'écouter Un enfant en moi sur Netflix. C'est très intéressant. Alors, prenez soin de vous. Vous regardez Micro Télib. Peace.